Voilà, donc je vais présenter la première partie. Ça va être un peu une explication des principes, et puis le titre, effectivement, des radiations pour les images médicales. Et je vais m'intéresser à deux grandes techniques, technique de projection, et puis une technique, le CT, expliquer un peu comment fonctionne un CT, comment on peut reconstruire les images. Puis ensuite, il y aura les applications de ces techniques. Alors, effectivement, l'imagerie par rayon X, l'imagerie médicale, ça couvre vraiment un très grand domaine, donc on a restreint aux radiations ionisantes focalisées sur les rayons X, avec l'imagerie de projection, donc toute la structure anatomique est projetée sur un plan. Avant, on avait un film qui était le détecteur, maintenant on a des détecteurs plans, imagerie numérique. Et puis l'imagerie volumique, mais on verra qu'avant de faire de l'imagerie volumique, donc avec un scanner, eh bien, on va faire des coupes au travers du patient. Là, ce n'est pas un patient, c'est une salade de fruits. Elle n'est pas encore salade, hein, mais on l'a quand même coupée. Donc vous avez une coupe au travers d'un certain nombre de fruits. Et puis en général, on va faire des coupes dans le patient. Et puis avec ces coupes très fines qui sont proches les unes des autres, eh bien, on arrivera à reconstituer un volume. Donc deux grandes techniques. Alors la première technique est extrêmement simple, hein, c'est la projection. Je crois que tout le monde a bénéficié une fois ou l'autre de ce type d'imagerie. Donc là, vous avez un tube à rayon X, ici, le patient, et puis vous avez un détecteur d'image qui se trouve ici. Le tube, ben, c'est une enveloppe sous vide qui va être hermétique. Et puis, on va avoir les rayons X qui sont émis du tube un peu dans toutes les directions. Donc il y a une gaine qui va protéger, qui va faire que les rayons X eh bien, ne sont gardés. On va ne garder que les rayons X qui sont dirigés vers la région d'intérêt. Et on va matérialiser la région d'intérêt par un faisceau lumineux. Et le technicien en radiologie eh bien, va positionner le patient par rapport au tube à rayon X. Puis vous avez un exemple de ce qu'on peut obtenir comme image. On va un peu plus dans les détails. L'imagerie de projection, typiquement la radiographie, eh bien, ça cherche à montrer la transparence des tissus par rapport aux rayons X. Les tissus absorbent plus ou moins les rayons X. Et c'est ce phénomène-là qui va se transcrire par un contraste de l'image. Typiquement, eh bien, vous avez la gaine du tube ici, production de rayons X, source qui est le plus petite possible, émission des rayons X dans toutes les directions, donc une gaine qui isole les rayons X, qui absorbe les rayons X qui sont émis dans les directions auxquelles on ne veut pas. Et puis, on a un viseur lumineux qui va matérialiser le faisceau de rayons X qui arrive sur le patient. Et puis, les rayons X vont arriver dans le patient et traverser plus ou moins facilement le patient. Donc, des structures, si vous voulez, qui sont peu absorbantes aux rayons X, comme les poumons qui sont remplis d'air, eh bien, automatiquement, on aura les rayons X qui vont traverser facilement, et puis ils vont pouvoir être détectés. Il y aura un grand nombre de rayons X qui vont arriver sur le détecteur. Et puis, des structures osseuses qui, eux, bien, ont des propriétés plutôt d'atténuation des rayons X, eh bien, vont absorber les rayons X au cours du trajet des rayons X dans le patient, ce qui fait qu'au niveau du détecteur, bon, on ne restera plus beaucoup de rayons X derrière les os. Et c'est cette absorption différentielle des tissus qui va se traduire par un contraste sur l'image radiologique. Ça, c'est le principe de base. Alors, tout l'art, si vous voulez, du technicien en radiologie, eh bien, c'est de choisir l'énergie des rayons X qui ne soit pas trop importante pour qu'on ait quand même une atténuation différentielle. Si vous avez des rayons X qui sont extrêmement énergétiques, eh bien, les rayons X traversent de la même manière tous les tissus, ce qui fait qu'il n'y a pas de contraste sur l'image. Si vous avez des rayons X qui sont très peu énergétiques, eh bien, vous aurez un contraste qui va être extrêmement important, mais des rayons X qui sont très peu énergétiques, ça veut dire des rayons X qui sont facilement absorbés dans le patient, donc vous avez une dose qui peut être importante. Donc il y a un équilibre entre l'énergie des rayons X et puis la dose au patient. Énergie des rayons X, qualité d'image et dose au patient. Et ça, c'est vraiment la spécificité des techniciens en radiologie. Alors un petit peu plus en détail, on voit ici que, eh bien, on a le patient qui est matérialisé de manière extrêmement simple. On a ici une grille antidiffusante parce que malheureusement, on a les rayons X qui traversent le patient ou qui sont atténués dans le patient, mais on a aussi des rayons X qui sont diffusés dans le patient et ceux-là, ils nous sont vraiment très embêtants. Ils péjorent la qualité d'image et on va devoir essayer de les éliminer au maximum par le biais de cette grille antidiffusante. Ensuite, on a un petit détecteur qui mesure le nombre de rayons X qui sortent du patient. Donc ça mesure la dose que reçoit le détecteur. Et puis quand le détecteur reçoit suffisamment de doses, eh bien, l'exposition est arrêtée et on a une image qui est optimale. J'ai mis quelques chiffres. L'énergie des rayons X, c'est quand même des énergies assez importantes, 30 à 60 kV.
Au niveau de la transmission des rayons X au travers du patient, à peu près le millième des rayons X, pour la région abdominale, qui va traverser le patient, une atténuation relativement importante. Puis aussi quelques chiffres, combien il y a de rayons X par centimètre carré. Donc, vous voyez, c'est pas mal. 4 10 puissance 9 rayons X par centimètre carré. Donc, on fait un cliché en général de l'abdomen. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors, juste comme ça, au soleil, quand on est en été, en train de prendre le soleil, eh bien par seconde, on reçoit en gros autour de 5 10 puissance 16 photons par centimètre carré. Mais l'énergie de ces photons est bien évidemment beaucoup plus faible. Ces photons-là ne sont pas ionisants, ce ne sont pas des radiations ionisantes, alors que ceux-là sont des radiations ionisantes. La radiographie, c'est un examen qui est rapide, peu coûteux, mais le petit souci qu'on a, donc il est adéquat pour un certain nombre de choses, mais la petite limitation, la grande limitation de cette technique-là, c'est que toutes les structures anatomiques se projettent sur le plan de l'image, sur le détecteur, ce qui fait qu'on a une superposition des structures anatomiques. Donc, on a, si vous voulez, un pouvoir de discrimination des organes qui est relativement limité et on va voir qu'on a des techniques alternatives pour améliorer cette situation. Alors, la mammographie, c'est aussi une technique de projection des rayons X sur un plan, mais on la présente en général un petit peu séparément. C'est une installation qui est différente parce que mammographie, eh bien, on va utiliser des rayons X qui sont beaucoup moins énergétiques, de l'ordre de 15 à 20 kV. Alors avant, on avait 30 à 60 kV. Et puis en mammographie, pour améliorer le contraste et améliorer la netteté de l'image, c'est vraiment une technique où on a besoin d'une qualité d'image extrêmement importante pour pouvoir détecter des lésions qui sont subtiles. Donc non seulement on va travailler à plus basse énergie, mais on va appliquer une compression qui permet d'améliorer le contraste, d'améliorer la netteté et aussi de diminuer la dose. Donc la compression en mammographie, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel sur l'axe dose au patient et aussi qualité d'image, même si c'est un peu désagréable. Voilà, alors maintenant on a vu l'imagerie par projection, on va regarder un petit peu l'imagerie par coupe. Alors vous voyez, l'installation est un peu plus massive, donc ça c'est un scanner, vous avez un technicien en radiologie ici qui positionne le patient, et puis c'est un exemple d'une coupe au niveau de l'abdomen qu'on peut obtenir avec le patient. Donc ça c'est une coupe transverse qu'on peut obtenir au CT. Et l'objectif du CT, maintenant, c'est de faire des coupes très fines les unes à côté des autres pour pouvoir aller voyager et obtenir une imagerie volumique. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer un petit peu comment, à partir des acquisitions du CT, on peut retrouver l'image. Alors je vais faire ça sans chiffres, avec les mains, sans formule. Derrière, il peut y avoir des formules. Alors le principe, qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de bloc en plastique? Et bien, derrière ce bloc en plastique, on a un tube à rayons X ici. Ici, vous avez le patient. Et comme le patient, on va le découper en rondelles de saucisson, eh bien, le faisceau de rayons X, c'est un fin éventail de rayons X qui va traverser le patient. Et puis, on a ici une barrette de détecteur qui va récupérer les rayons X qui sont transmis par le patient. Ça, c'est la première chose. Donc, un faisceau relativement collimaté en face du patient, en éventail, fin pinceau, et puis on récupère le profil d'atténuation du rayon X derrière le patient. Et ça tourne, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer des profils d'atténuation autour du patient. Ce qui fait que le CT, pendant l'acquisition, eh bien, vous allez avoir le tube et le détecteur qui va tourner autour du patient, et en même temps, on va faire avancer le patient pour pouvoir faire une acquisition volumique. Un tube à rayon X qui tourne autour du patient, on mesure la transmission des rayons X durant la rotation, et puis après, on a une stratégie pour reconstruire l'image. Alors, comment on reconstruit ces images? Alors, un petit peu de type. Ici, là, j'ai quelque chose, j'ai imaginé que j'ai un bloc de plexiglas, un bloc de plastique, c'est opaque, et puis dans ce bloc, eh bien, j'ai un barreau d'air, donc un cylindre d'air dans ce bloc de plexiglas, et puis j'ai fait une coupe. Puis je regarde un petit peu la transmission des rayons X au travers de ce bloc de plexiglas où j'ai fait un trou en air ici. Alors quand le tube est ici, juste à cette position-là, eh bien, les détecteurs, qu'est-ce qu'ils vont récupérer? Très peu de signal ici, parce que c'est atténué dans le plexi, dans le plastique ici. Et puis là, ils vont récupérer un peu plus de signal, parce que vous avez une zone d'air ici. Donc, le signal qu'on va retenir, qu'on va obtenir quand le tube est à 0 degré, position ici, il y a ce type de signal. Quand le CT est à 45 degrés, quand le tube est à 45 degrés,
eh bien, on va avoir ce type de signal ici. Hein, toujours la projection de ce cylindre d'air ici, qui se projette comme ça. À 90 degrés, le tube est ici, j'obtiens ce type de projection. Donc on va faire ça tout autour du patient. Et puis, les données, on ne les arrange pas n'importe comment, mais les physiciens, ils aiment bien parler de sinogrammes, parce que les données qu'on va mesurer autour du patient, ici, ces données-là, eh bien, on les arrange en fonction de l'angle du tube. Hein, donc là, quand le tube est à 0 degré, on met le premier, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, on les aligne comme ça. Et puis on appelle ça un sinogramme, parce que plus cette structure ici, par exemple, si vous prenez une structure circulaire, et plus vous les mettez à l'extérieur, plus la projection de sa structure va vous dessiner une sinusoïde. Si cette structure était au milieu, là, vous auriez simplement une bande ici noire. Voilà, donc ça c'est l'acquisition des données. Et maintenant, à partir de ces données, il va falloir qu'on ait une stratégie pour reconstruire l'image. Alors, on va changer. Maintenant, on va mettre un barreau métallique dans de l'air. Et puis, voilà, ça c'est l'objet original. Vous avez un barreau métallique dans de l'air. Et puis, on va regarder ce qui se passe si le tube est à cette position ici. Alors, le tube envoie des rayons X. Ici, vous avez vos détecteurs. Qu'est-ce que vont détecter ces détecteurs? Ici, vous avez de l'air. Beaucoup de signal, des choses qui vont être noires au niveau du signal. Et puis, le barreau va atténuer, si vous voulez, le faisceau de rayons X. Donc, on va avoir quelque chose qui est noir, parce qu'il y a beaucoup d'air, la structure métallique qui atténue les rayons X, et puis à nouveau de l'air. Donc, on prend l'information qu'on a obtenue pour cette incidence à 0 degré, à 90 degrés, pardon, c'est ceci, et puis on va répliquer ce motif, tout le plan d'image, on fait ça. Donc on recopie à chaque fois cette donnée-là. Maintenant, on va regarder ce qui peut se passer quand on va utiliser une deuxième projection. Imaginez que maintenant le tube à rayon X soit ici, et puis on a nos détecteurs qui sont là. Qu'est-ce que récupère le détecteur? De l'air, donc beaucoup de signal, une bande blanche, et puis de l'air. Donc c'est ce signal-là. Et puis on va répliquer dans la direction où on se trouve, dans le tube, ce qu'on obtient. Et si on fait ça tout autour du patient, donc là on a 2 projections, on commence à avoir une accumulation de signal au milieu, 4 projections, et plus en plus de projections, et on arrive à retrouver le motif de l'image. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la rétroprojection. On rétroprojette les données. Alors si on fait ça comme ça ne marche pas très très bien. Il y a une petite opération qu'il faut faire en plus, c'est-à-dire qu'il faut filtrer les données, il faut appliquer un petit traitement d'image avant de faire cette rétroprojection, et puis à ce moment-là, on a vraiment l'image qui est fidèle. Donc ça, c'est le principe de reconstruction. Alors bon, avec un truc comme ça, c'est pas très amusant. On va regarder avec quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est pas du patient, ça reste encore pour le physicien, des cylindres. Alors un cylindre ici de plexiglas avec une zone ici aérique, on va dire, qui transmet très facilement les rayons X, puis des zones plus denses ici. Et puis on va regarder, là c'est l'acquisition du sinogramme, toutes les projections qu'on a fait autour de cette structure, et on les a rangées en fonction de l'angle du tube, et on obtient ce type de signal. Puis on va regarder pour la première projection. Qu'est-ce qui se passe quand je rétroprojette la première projection? Alors imaginez, le tube se trouve ici, et puis j'ai mon détecteur ici. Quel type de signal je vais récupérer? Ici vous avez de l'air, beaucoup de signal, noir. Ici vous commencez à avoir de l'atténuation, donc ça va être gris. Ici vous aurez un gris un peu plus foncé, parce que vous avez une cavité aérique, un peu plus de transmission des rayons X. Ici vous avez une zone un peu plus dense, donc moins de rayons X qui vont être détectés sur le détecteur ici. Et puis plus de rayons X, etc. Donc finalement, si je regarde ce que le détecteur a lu ici, eh bien c'est quelque chose qui est de ce type-là. Un signal noir, ensuite je suis dans le plastique ici, je passe dans la cavité aérique, dans la zone plus dense, dans l'autre cavité aérique, dans la zone plastique ici. Et cette donnée que j'ai récupérée quand le tube était en position supérieure, eh bien je vais la répliquer tout le plan d'image. Ça c'est la première rétroprojection à l'angle 0 du tube. Alors qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire cette opération en prenant les projections entre 0 degré et 10 degrés? On commence à avoir quelque chose qui est encore assez loin de l'image. Donc ça veut dire qu'il faut encore un peu travailler, parce que finalement, on a utilisé que ça, des données à disposition. On a rétroprojeté le sinogramme uniquement de 0 à 10 degrés. Alors ici, 20 degrés, on voit toujours pas grand-chose.
40 degrés, 60 degrés. Et puis, au fur et à mesure qu'on est en train de rétroprojeter tout autour de la structure, ben, on commence à voir l'image qui réapparaît. 360 degrés, et là, on a l'image qui réapparaît. Ça, c'est le principe de la récupération, si vous voulez, de l'image de la coupe par la rétroprojection filtrée. Alors, maintenant, dans la vie, chaque fois qu'on fait quelque chose, on prend un risque. Hein. Alors, effectivement, la radiologie, comme toute activité, il y a un risque qui est associé. Et puis, les risques, c'est quand même intéressant de pouvoir les comparer. Donc, d'abord, on ne fait pas un examen médical comme ça, pour faire plaisir. Donc, il y a une justification médicale qui est faite. Et la justification de l'examen, ça consiste à vérifier que le bénéfice de l'examen outrepasse de manière extrêmement importante le petit risque associé à cet examen. Alors ça, c'est le grand principe de radioprotection du patient. Et puis, on va voir ici une échelle de risque. Hein, donc, c'est la probabilité de décéder d'une activité par million d'habitants, pour 100 000 habitants, pour 10 000, etc. On a classifié ces risques, hein, risque négligeable jusqu'à un risque modéré. Et puis il y a des choses où on ne se rend pas compte, mais on prend quand même des risques. Hein. Prenez l'avion, eh bien, le risque de décéder d'un accident d'avion quand vous faites 7200 km est très faible. Hein. Moi j'adore prendre l'avion, hein, c'est pas de souci. Mais il est là. Et il se situe là, on peut le calculer. Si vous prenez votre voiture, c'est plus risqué, vous vous trouvez ici. Et puis les radiations naturelles, vous avez vu que les radiations naturelles est associé à un risque aussi. Et c'est le risque qu'on comprend naturellement. Et puis on vous a mis, alors je vais mis ici les risques de la vie de tous les jours, et puis les risques associés à un examen radiologique. Alors vous voyez, la radiographie du genou, la radiographie du thorax, eh bien c'est des radios, si vous voulez, des clichés radiologiques auxquels on associe un très petit risque. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un tout petit risque, on ne peut pas justifier l'examen. Hein. La justification, c'est un principe de base. Donc, même si la dose est petite, il doit y avoir une justification. Et puis, vous voyez ici les examens CT. C'est des examens qui sont un petit peu plus irradiants, mais vous êtes quand même dans la catégorie où le risque est très faible. Donc, ça veut dire que le bénéfice, quand l'examen est justifié, le bénéfice outrepasse fortement le risque. Puis la radiologie interventionnelle, le risque est un peu plus élevé pour certains actes interventionnels, mais là, il n'y a pas seulement un acte diagnostique, mais il y a un acte thérapeutique qui est associé, ce qui fait que là aussi, la justification est généralement pertinente. Alors ça, c'est le premier aspect de la gestion du risque. Deuxième aspect de la gestion du risque, les installations radiologiques. Il y a l'Office fédéral de la santé publique qui exige des fréquences minimales de contrôle des installations radiologiques. Et puis, en plus de ça, les firmes préconisent des entretiens aussi réguliers. Donc les installations sont sous contrat de maintenance. Ici, vous voyez un petit peu l'éclaté d'un CT. Vous voyez, ça c'est le tube à rayon X ici, le tube, beaucoup d'électronique, et puis ce fameux détecteur, et puis cet ensemble qui va tourner jusqu'à 3 tours par seconde. C'est quelque chose qui est 800 kg, 3 tours par seconde. Donc ça fait des contraintes mécaniques qui sont extrêmement élevées. Et puis c'est pour ça qu'il y a des maintenances quand même préventives très régulières. Donc, deuxième axe de gestion du risque. Et puis l'autre axe de gestion du risque, il y a la formation. Hein, c'est pas n'importe qui peut faire une radio. Et en plus de ça, il y a un effort en général qui est fait pour assurer que la qualité d'image est obtenue avec la dose qui est la plus petite possible. Donc on a des fantômes. Hein, donc les gens, quand on fait les commandes au CHU et puis qu'on dit qu'on aimerait bien commander un fantôme pour mesurer la qualité d'image, les gens de la comptabilité ils sourient, hein, parce qu'on n'a pas de patients, nous on a des fantômes. Puis là vous voyez un fantôme qui nous permet de faire une évaluation de la qualité d'image en mammographie par exemple. Donc sur ce fantôme on peut voir des petits filaments, des microcalcifications. Donc on regarde si l'image de ce fantôme permet de détecter les structures qui sont à ce fantôme. Ça, c'est le premier axe. On vérifie la qualité d'image. Et puis, le deuxième axe, on vérifie que cette image a été produite avec une dose qui est raisonnable. Et ça fait partie, si vous voulez, du travail du physicien médical. Les firmes aussi travaillent beaucoup dans ces domaines-là. Voilà. Alors, conclusion. La minute.
bon, en radiologie, il y a beaucoup de techniques à disposition. Moi, je me suis concentré sur technique de projection, radiographie, mammographie, et puis une technique d'acquisition volumique qui permet vraiment d'avoir une anatomie avec énormément de contraste. Ces techniques qui sont en constante évolution, hein, le scanner, c'est quelque chose qui vraiment est en constante évolution. On arrive à faire des examens cardiaques maintenant avec le CT. Quelques années, c'était absolument pas possible. Donc il y a beaucoup d'évolutions techniques. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir faire des examens sur d'autres incidences, par exemple le cardiaque, hein, le CT cardiaque, améliorer l'information présentée, hein, des stratégies de reconstruction d'image. Je vous ai montré une technique de reconstruction d'image, mais il faut voir que les firmes sont en train de réfléchir à d'autres alternatives qui permettent, si vous voulez, de réduire la dose et d'avoir des images qui sont de bonne qualité. Tout ça pour limiter le risque. Donc ça veut dire que c'est une approche multidisciplinaire avec beaucoup de partenaires, hein, des radiologues, des techniciens en radiologie, des physiciens médicaux, des ingénieurs pour les maintenances, des ingénieurs biomédicaux qui sélectionnent les installations au mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Des radiations pour les images médicales, c'est un peu le titre ce soir. Et puis en fait, pour l'aborder, je voulais vous montrer un peu ce qu'on fait en prenant un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du CHUV. Qu'est-ce qu'on fait avec les radiations au CHUV dans le domaine de l'imagerie médicale? Eh bien, je vous présente l'activité du CHUV. En fait, c'est 150 000 examens par année. Un examen étant une séance où un patient arrive, on fait des images en général d'un type particulier, et puis ensuite ça donne lieu à un compte-rendu et un rapport de radiologie, et le patient retourne chez son médecin prescripteur. Donc c'est 150 000 examens par année, pas 150 000 radios en termes ou images, en termes d'images c'est beaucoup plus. C'est vraiment une séance pour un patient. Et puis, de quoi est-ce qu'on parle si on parle d'examen radiologique? Eh bien, il y a la radiologie standard, qui est celle que vous connaissez, qui en fait existe depuis plus de 100 ans maintenant. C'est Röntgen qui a fait la première radio. Vous savez qu'il avait une ampoule qu'on a appelée radiogène ensuite, dans laquelle il mettait du courant, et il s'est rendu compte que des plaques photographiques qui étaient dans un carton à chaussures, qui étaient vraiment pas exposées à la lumière, étaient voilées par cette radiation. Et puis ça, c'était en automne que ça lui est arrivé directement. Il a pris la main de sa femme, il l'a mis entre son ampoule et un film, et il a vu les os de la main de sa femme au travers, ce qui était tout à fait phénoménal. Voir les os, regardez votre main, est-ce qu'il y a des os? Vous me dites oui, parce que vous l'avez appris à l'école et vous le croyez, vous le sentez, mais en fait, vous ne les voyez pas. Et c'est cette découverte qui en fait était à la base de l'imagerie médicale. Et puis ensuite, ça se décline en bien d'autres techniques, l'angiographie, la mammographie dont on a parlé un peu. Et puis il y a le scanner qui est arrivé dans les années 70, le CT, Computed Tomography en anglais, scanner à rayon X, tomodensitométrie des francophones purs, qui est aussi une technique qui utilise les rayons X. Et puis après, s'ajoute à ça la résonance magnétique qui utilise aussi des rayonnements, mais des rayonnements d'une toute autre nature, de beaucoup plus faible énergie et qui ne sont pas des rayons ionisants. Toutes ces techniques sont des techniques où la source de rayons est externe au patient, quels que soient les rayons qu'on utilise. Les ultrasons aussi, c'est un type de rayonnement, c'est une onde qu'on utilise qui n'est pas un rayon électromagnétique, mais qui est toujours externe au patient. Et puis, il y a deux types d'imagerie qui sont des imageries où on a une source interne, c'est-à-dire qu'on injecte, qu'on donne au patient une source radioactive qui va pouvoir être détectée par un détecteur extérieur. Ça, c'est des techniques qui ont bien évolué dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça représente comme activité au CHUV? Eh bien, les rayons X et les clichés standards, c'est 80 000 examens par année. Ça reste le type d'imagerie de loin le plus réalisé. Patient qui arrive aux urgences avec le souffle court, il a une image du thorax, je vous en montrerai, et puis c'est ce qu'on fait le plus. Les procédures qui utilisent aussi des méthodes de projection, comme l'angiographie, où on essaye de manipuler le contraste, elles sont beaucoup plus rares.
Et puis les ultrasons, c'est quelque chose que vous connaissez tous, aussi sûrement que la radio standard, vous avez eu un ultrason. Au CHUV, c'est largement 25 000 examens par année qui se déclinent en examens cardiaques, en examens abdominaux, en examens des foetus. Tout enfant à naître maintenant a droit à cette version-là d'ondes acoustiques pour contrôler finalement son état avant qu'il soit né. Le scanner a beaucoup évolué, le CT, ces dernières années, parce que c'est devenu l'outil de base de la médecine d'urgence. C'est en particulier les urgences au CHUV qui font 12 000 examens par année, en tout cas, et qui sont un outil de débrouillage et de prise en charge aussi bien des patients traumatisés que des abdomens aigus, c'est-à-dire des douleurs abdominales qui pourraient amener le patient aux urgences du CHUV. La résonance magnétique, qui est une technique sans rayon X cette fois, devient très populaire, entre guillemets, mais représente seulement la moitié des examens. Et puis la médecine nucléaire, c'est quelque chose d'assez confidentiel. Je ne peux pas m'empêcher, dans ce diagramme, de mettre en regard des coûts. Parce que je pense que quand on discute et qu'on veut faire le panorama de l'imagerie médicale, il faut mettre en regard ce que ça coûte. Et puis finalement, le cliché standard du thorax pour chercher une pneumonie, pour chercher une décompensation cardiaque, il coûte entre 80 et 150 francs si c'est un ou deux incidences. L'examen scanner dont on a parlé, il peut avoir des prix relativement variables suivant ce qu'on fait. C'est des prix qui vont entre 200 et 1500 francs. 1500 francs, c'est vraiment un maximum, c'est un prix moyen de 600 francs. La résonance magnétique a des prix moyens de l'ordre de 700 francs. Et les scintigraphies, c'est entre autres la tomographie à émission de positron peut aller beaucoup plus haut à cause du prix des traceurs qu'on utilise. Ces sources internes peuvent être extrêmement coûteuses. L'angiographie, dont je vous montrerai quelques exemples, devient rapidement très coûteuse. Je vous annonce un prix de plus de 1000 francs parce qu'elle implique du matériel stérile, souvent une hospitalisation. Et dès qu'on rajoute un jour d'hôpital pour faire un examen radiologique, ça va être extrêmement cher. Voilà la main. On voit les os, c'est indiscutable, tout le monde est d'accord. Pourquoi est-ce qu'on voit les os? Alors, c'est parce que l'absorption des rayons X est complètement différente dans les os que dans les muscles, dans la graisse sous-cutanée. Il y a une toute petite différence. Si vous regardez cette image, est-ce que vous la voyez? Il y a une toute petite différence entre les tendons et la graisse sous-cutanée. Il y a vraiment très peu de contraste. Par contre, l'os est très bien visible. Essentiellement parce qu'il contient du calcium et puis l'absorption des rayons X est liée fortement au numéro atomique, numéro de l'élément chimique en question. Les muscles, c'est essentiellement, la graisse, c'est essentiellement du carbone et de l'hydrogène, donc finalement des numéros atomiques assez bas, inférieurs à 10, alors que le calcium est à 25, donc il y a une très forte absorption. Quand les rayons X sont absorbés, ils n'arrivent pas sur le détecteur, l'image reste blanche. Quand les rayons X sont faiblement absorbés, ils arrivent sur le détecteur, puis là on voit les muscles, et puis la graisse absorbe un tout petit peu moins. On voit énormément de choses sur cette image. Si on regarde sa main comme ça, puis qu'on la regarde comme ça, on voit les articulations, on voit l'espace entre les articulations ici, dont on sait qu'elle est faite de cartilage, donc on peut juger de l'usure du cartilage. Ça, c'est déjà de manière très indirecte. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Donc, on peut en parler puisque cet espace doit se retrouver. Ça, c'est typiquement un examen d'image normal que je vous montre. Mais c'est ce genre d'image qu'on va faire si on veut juger, par exemple, de l'arthrose, maladie très courante des mains, où essentiellement c'est une usure des cartilages et puis on va la voir apparaître par une diminution de l'épaisseur de l'interligne articulaire, de cet espace ici, ou de celui-là, ou ici. Et puis les os du carpe, du poignet, ça devient plus complexe, il faut connaître leur nom, il faut connaître cette anatomie pour la comprendre, mais on les démontre aussi très bien. Ça, c'est l'image idéale pour voir si un os est cassé, ou s'il est entier. C'est l'image de base des fractures. Là, vous reconnaissez, je pense, une image du thorax. C'est un patient qui vous regarde en face, et puis on a fait une radio
les rayons viennent de derrière, la plaque était en face. On voit le patient qui vous regarde, sa gauche à lui est à votre droite, et puis on a la vue de sa cage thoracique. L'existence des côtes, on en est aussi tout à fait convaincu. Vous voyez que ces côtes, elles sont finalement très peu visibles. Si je reviens à cette image, l'os était très visible sur cette image-là. Et puis ici, tout d'un coup, l'os, on le voit presque plus. Ça, c'est les manipulations dont vous a parlé Francis Verdun, qui le permettent, parce qu'en durcissant les rayons X, en les rendant plus pénétrants, on arrive finalement à faire que le contraste diminue et puis à moins voir les côtes. Qu'est-ce qui nous intéresse dans une radio du thorax? Est-ce que c'est de voir les côtes? Peut-être, si on cherche une fracture d'une côte. Mais il y a beaucoup plus intéressant dans le thorax, il y a le cœur, il y a l'aorte, il y a les poumons, et c'est ça qu'on veut voir. Donc, on a appris très rapidement qu'en durcissant ou en augmentant l'énergie des rayons X, finalement, on effaçait le grille costal et puis on arrivait à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bon, ce qu'il y a à l'intérieur, certains d'entre vous sont familiers avec cette anatomie, d'autres pas. Les côtes, vous les avez reconnues. Les clavicules, ici, vous les reconnaissez aussi très bien. Puis la colonne vertébrale, eh bien, elle se détache là, en ombre chinoise, derrière cette masse au centre, qui est la masse du cœur. Mais on peut voir des choses beaucoup plus subtiles sur une image de thorax. Par exemple, rappelez-vous du modèle du CT avec les objets qui contenaient de l'air. Dès qu'il y a de l'air, ça donnait dans le sinogramme, dans la projection, quelque chose de plus noir. Ici, sur cette image-là, on a quelque chose qui est beaucoup plus noir, qu'on arrive à suivre. Je pense que c'est assez difficile, mais sur l'écran, on le suit là, c'est vraiment une ombre chinoise. Ça, c'est la trachée, avec les deux bronches souches. Et puis ici, c'est la masse du cœur. Quand on connaît l'anatomie, on sait qu'on a affaire à l'oreillette droite ici, le ventricule droit va être là, le ventricule gauche est ici, puis ces vaisseaux-là, moi je les imagine très bien, ici, qui traversent, ça c'est l'artère pulmonaire, qui va naître de cette région-là, monter ici, et puis alimenter les deux poumons. Et puis on voit des vaisseaux qui sont des vaisseaux pulmonaires, on les voit aussi derrière la masse du cœur. Et ensuite, on a là une ligne, puis on arrive à suivre très précisément, ça c'est le bord gauche de l'aorte. C'est difficile, hein? Si je vous demandais de me le répéter, vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, moi je les connais parce que j'ai appris l'anatomie, que j'ai été convaincu que c'était bien ces éléments-là qu'on voyait. Ces clichés sont d'interprétation extrêmement difficile. Ensuite, dire ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, est-ce que de voir ou de ne pas voir le bord de l'aorte, c'est normal? Encore plus difficile. Ça, c'est un examen de profil. L'étudiant en médecine, en général, il est à l'aise face à cette anatomie-là. Il s'en sort, il vous redonne l'explication que je vous ai donnée. Avec l'anatomie de profil, là, il pâlit sérieusement. Elle est beaucoup plus complexe, tout se superpose. Où est le cœur? Le cœur doit être par là, ses vertèbres sont couvertes par les côtes, c'est bien difficile. N'empêche que ça reste l'examen le plus demandé et le plus utilisé. Parce que finalement, il contient une quantité d'informations, même s'il est difficile à comprendre et à interpréter. Descendons d'un étage, voilà une radio d'abdomen. C'est aussi un patient debout que vous voyez de face, avec la colonne vertébrale, les dernières paires de côtes ici, et puis les os du bassin. Tout le monde a vu un squelette, c'est un os bien visible, avec les hanches, les articulations coxofémorales, celles de l'arthrose de hanche, de la prothèse de hanche, qui sont, ici c'est encore un exemple normal. Là, l'abdomen, ou ce cliché d'abdomen, il se limite à un squelette, un peu d'air sur cette image, ces clartés-là sont de l'air. Alors où est-ce qu'on a de l'air dans l'abdomen? Eh bien, indiscutablement dans l'estomac, et puis dans le gros intestin qui chemine par là. Mais il y a une quantité d'autres choses dans l'abdomen. Il y a les reins, il y a le foie, la rate, le pancréas, et puis toute la longueur des intestins qu'on voit finalement extrêmement mal. Et puis la raison pour laquelle ça apparaît peu, c'est probablement c'est certainement le fait de la projection. Tout se projette, tout se somme, tout se moyenne. L'os s'en sort parce qu'il a un numéro atomique extrêmement élevé, mais sinon il n'y a aucune capacité à avoir du contraste. Si on veut vraiment obtenir du contraste dans ce qu'on appelle les tissus mous, c'est-à-dire les organes pleins de l'abdomen ou par exemple le sein,
eh bien on modifie la qualité des rayons X qu'on utilise, comme dans ce cliché mammographique qui a été introduit par Francis Verdun, où là on cherche à avoir un contraste entre la glande mammaire et puis la graisse qui habite le sein. Et puis en réduisant l'énergie des rayons X, on arrive à forcer le contraste, et là on aura le muscle qui absorbe énormément les rayons X, c'est le muscle pectoral qui est sous le sein, et puis la glande mammaire qui contient essentiellement de l'eau va absorber un peu moins, et puis la graisse qui habite le sein, presque plus du tout. Et de cette manière-là, on arrive avec les rayons X à faire une image qui a un contraste maximum. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors, si on veut aller plus loin, les radiologues du début du siècle passé ont inventé des tas de solutions pour modifier le contraste naturel. En particulier, là, c'est 2 images d'abdomen, où vous reconnaissez les côtes, le squelette, et puis de l'air dans le gros intestin. Le cancer du côlon, c'est quelque chose qui est connu, qui est fréquent. Si on veut le voir, eh bien, par exemple, on peut faire un lavement avec un produit qui va absorber les rayons X, et puis ça va nous montrer toute la longueur du gros intestin avec, par exemple, des petits diverticules. Les diverticules sont des choses courantes dès qu'on a passé la quarantaine, par exemple, dans ce cas-là. C'est des moyens de contraste qui sont exogènes, et il y en a une quantité. Ce n'est pas utilisé très fréquemment, mais ça a été très développé le siècle passé. Si on veut voir les reins, par exemple, on peut injecter un produit de contraste, c'est-à-dire qui absorbe les rayons X basé sur de l'iode, qui va être excrété activement par les reins, donc qui va se concentrer dans les reins. Où sont les reins sur cette image? Les reins, ils sont là, ils sont par là, quelque part dans l'abdomen. Eh bien, en fait, ils doivent se trouver dans cette région-là, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont entourés de choses qui absorbent les rayons X de la même manière. Si on injecte ces produits de contraste, par contre, les reins vont concentrer ce produit de contraste qui va passer dans le système excréteur, c'est-à-dire les cavités piélo-calicielles qui drainent l'urine à partir du rein. On aura une image parfaitement nette de ces structures-là, des urtères et puis de la vessie qui va se remplir de ce produit de contraste. Puis finalement, on a développé encore des appareils de radiologie beaucoup plus compliqués que l'appareil élémentaire qu'a présenté M. Verdun, qui sont des appareils d'angiographie où là, vous voyez un patient couché sur une table avec des systèmes de rayonnement et de détection dans 2 directions simultanées, une série d'écrans de contrôle, puis un patient couché sur la table, chez qui on va introduire un cathéter dans l'aorte. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, ça nécessite de piquer une artère, ça nécessite d'être à l'hôpital. Vous voyez ce petit tuyau par rapport aux images que je vous ai montrées précédemment, il est introduit dans l'aorte. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a contrôlé au moment où on le mettait sa position et qu'on a des moyens de le suivre et d'être sûr de l'endroit où il est inséré. Puis ensuite, quand par ce cathéter qui fait une petite boucle à la fin, on injecte du produit de contraste, on va voir apparaître une autre structure anatomique qui sont les artères. Ça, c'est l'aorte avec ses branches, les artères rénales ici, puis les 2 artères iliaques. Tout l'arbre artériel, aussi bien intestinal que rénal, qui est mis en évidence par ces moyens-là. Et puis, comme les images qu'on acquiert sont des images digitales et numériques, on peut les soustraire, on peut les calculer, on peut utiliser l'image de départ comme masque, et puis sortir une image qui ne montre plus que les vaisseaux. Ça, c'est des techniques qui se font même à la volée, de manière immédiate avec les ordinateurs modernes. Bon, voilà un panorama de ce qu'on peut faire lorsqu'on fait de la radiologie, des images en projection. Maintenant, je voudrais revenir à ces images de thorax et d'abdomen, où finalement, je vous ai décrit l'anatomie, vous m'avez plus ou moins cru. Je voulais vous montrer ce que ça donne quand on fait du CT. Alors le CT, c'est cette technique où le patient est allongé sur une table, comme bien souvent en radiologie, puis il va traverser cette machine alors que tout le système de détection tourne autour de lui, et puis tout ceci est commandé par un ordinateur qui se trouve à l'extérieur pour que les opérateurs soient protégés des rayons X, et puis qui va créer des images à grande vitesse et en quantité. Si je reprends l'exemple de l'image du thorax, je vous ai dit que le cœur était là. Si on réalise une image en coupe, à ce moment-là, qu'on prend une image CT,
Et on va voir ceci. C'est certain qu'on voit le cœur. On comprend que toute la masse du cœur est là et puis qu'elle donne cette ombre ici. Les poumons étant, eux, tout à fait transparents. On retrouve les vaisseaux qui accompagnent les poumons, les bronches ici, qui sont ces vaisseaux qui se surprojettent ici. Puis on voit même plus, on voit dans le cœur le ventricule gauche, le ventricule droite, l'oreillette gauche. On voit aussi l'aorte. Ce qu'on voit là, c'est la colonne vertébrale qui est masquée ici derrière sur cette image. Puis on comprend que le bord de l'aorte ici fasse cette ligne et soit la limite de cette zone blanche parce qu'elle est complètement soulignée par l'air qui l'entoure, l'air du poumon. Puis, les côtes, le gris costal coupé, il apparaîtra comme ça. La même image sur l'abdomen supérieur, lorsqu'on regarde ce cliché-là, on est convaincu qu'il y a un petit peu d'air dans l'estomac, qu'il y a une colonne, les reins, le foie, la rate, tout ceci n'apparaît pas. Et puis l'image CT correspondante, elle sera là, où toutes ces superpositions vont être décomposées, où on arrive à voir, bien sûr, l'estomac qui contient un peu d'air, comme c'est le cas ici, l'intestin qui contient aussi de l'air, mais cette grosse structure-là, c'est le pancréas. La rate se trouve ici, du côté gauche. On regarde toujours nos images comme si on avait le patient en face de nous. Et puis les deux reins sont là. La colonne est ici, les côtes, vous les reconnaissez. Et cette grosse masse, c'est la masse du foie. Puis on peut encore aller plus loin. Ça, c'est la vésicule biliaire. Ça, c'est le cholédoque. Il y a ici la veine cave, l'aorte, la veine mésentérique. Et puis on peut continuer comme ça, sans fin. Je vais vous montrer un exemple pratique. Actuellement, un examen CT, un examen de scanner, on ne le réalise pas, on ne le produit pas, on ne le diffuse pas sur des films, simplement parce que ça fait trop d'images. On le produit sur un CD comme ça, ou on le traite de manière purement électronique. Si c'est à l'intérieur du CHUV, c'est stocké sur des gros ordinateurs, distribué dans tout le CHUV. C'est plus du tout imprimé sur des films. Si ça sort du CHUV ou si un patient demande ces images, il va obtenir ce genre de support. C'est un CD des meilleurs marchés qui soient courants dans le commerce, qui contient toutes ces images. Et puis, sur ces CD, si jamais vous en recevez un qui vous concerne, vous verrez qu'en le glissant dans l'ordinateur, il va démarrer tout seul parce qu'il y a toujours un outil de visualisation qui est placé sur le CD et qui permet de le voir. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai chargé un exemple. Et là, je vous montre des images un peu similaires. C'est un cas d'un jeune homme avec une image normale. Voilà ce qu'on fait comme première image pour se repérer, pour savoir où on se trouve. Puis ensuite, immédiatement, on acquiert les images transverses. Là, on se trouve au haut du thorax, on met les bras en haut pour pas que les bras fassent des artefacts ou gênent l'image en absorbant des rayons X inutilement. Puis ensuite, on va se promener à travers du thorax. Par exemple, on reconnaît la thyroïde, la trachée dont je vous ai parlé sur le cliché standard, les épaules, la colonne, la jonction du bas de la nuque, et puis quand je descends, vous voyez la ligne sur l'image de gauche qui suit et qui m'indique à quel moment je suis. Voilà la crosse de l'aorte, si on s'intéresse au vaisseau. Les côtes, vous les avez reconnues. Puis ensuite, on entre dans le cœur, ici. On entre dans le cœur avec le ventricule droit, le ventricule gauche, les deux oreillettes, la valve mitrale, la valve aortique étant exactement ici. Son image est plus ou moins bonne, l'acquisition n'a pas été organisée vraiment pour ça. Et puis, on arrive à descendre à travers l'entier du thorax en voyant toujours l'aorte qu'on peut suivre en se promenant au travers de l'image, et on la suit de manière très fluide comme ça. Et puis, on entre, ensuite on quitte le thorax et on entre dans la masse du foie. On revient là sur l'image que je vous ai présentée avant, avec le pancréas, les reins, la rate. Et puis, on arrive à traverser tout l'abdomen jusqu'au moment où on entre, on reconnaît les os du bassin ici, où on entre dans le petit bassin avec l'intestin, les hanches qui apparaissent là. Si vous regardez cette image-là, je remonte un petit peu, on n'a presque aucune information sur le poumon. Le poumon, il est noir homogène.
Ce qui n'est pas vrai, la dynamique des détecteurs CT est telle qu'on arrive aussi à recalculer une image qui est une image qui est purement une image de poumon et à la présenter de cette façon-là. Maintenant, on renonce à voir clairement les tissus mous, l'os et le squelette, mais on se concentre sur les plages d'absorption du poumon. Et puis, on arrive à avoir les poumons, à voir beaucoup mieux les bronches, les vaisseaux et la structure fine des alvéoles pulmonaires. On fait une acquisition continue dans ces images CT. Ça veut dire qu'on arrive à reconstruire des coupes exactement à l'endroit où on veut. On peut en reconstruire autant qu'on veut. Cette série-là, typiquement, elle fait 150-200 images. On choisit cette épaisseur de coupe et ce nombre d'images parce que c'est ce qu'on peut raisonnablement analyser et qui nous donne une finesse qui est suffisante pour faire des diagnostics. On peut reconstruire encore de manière beaucoup plus fine. Ça, c'est des coupes millimétriques. Si on veut voir la structure du poumon, on va faire des coupes d'une épaisseur millimétrique. Et puis, à partir de ces coupes-là, eh bien, on peut aussi, sans autre, voir l'anatomie dans un autre plan, par exemple, s'intéresser à la colonne vertébrale. Ce genre de traitement et d'acquisition a complètement changé la prise en charge des accidentés, par exemple des accidentés de la route. Faire des radios de colonne qui nous donnent l'information juste sur la colonne vertébrale, à quoi bon? On a aussi besoin d'informations sur le cœur, sur l'aorte, sur l'abdomen. Donc le scanner est devenu l'examen unique et essentiel de la prise en charge de l'accidenté de la route parce qu'il répond à toutes les questions. À répondre à la fracture du tibia. Jamais un accidenté de la route est décédé d'une fracture du tibia, c'est une lésion secondaire. Les lésions essentielles sont toutes contenues dans cet examen et par cet examen-là, on arrive à, dans la première heure d'arrivée du patient, à faire un bilan complet de ces lésions aussi bien pulmonaires qu'aortiques qu'abdominales. Ça, c'est des images reconstruites, aussi des images en coupe fine. Je veux juste vous montrer quelques images pathologiques. Ça, c'est quelqu'un d'âgé. L'aorte, vous l'avez reconnu dans l'abdomen, qui a une aorte complètement pleine d'artériosclérose, avec des plaques, avec des calcifications, des anomalies. Ça, c'est les reins et les artères rénales. Et puis, à partir de ces images-là, bien, on peut faire des efforts importants pour avoir des images tridimensionnelles où on met tout en jeu toutes les techniques de l'infographie moderne. Et puis, voilà, je ne vais pas vous en montrer beaucoup, mais une image d'un accidenté de la route, un accidenté grave. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Il y a beaucoup de choses. Vous vous souvenez un peu des images que je vous ai montrées avant? Le grille costal et la continuité des côtes. Eh bien là, la continuité des côtes, elle n'existe plus. La côte, elle est cassée, avec un recouvrement. En plus, vous reconnaissez ici de l'air, parce que très peu d'absorption des rayons X. Ce patient, il a eu une perforation pulmonaire avec de l'air qui s'est échappé du poumon dans les tissus sous-cutanés de la paroi thoracique. Et puis, cette donnée-là, pour mieux la comprendre, on peut très bien la reconstruire dans un autre plan pour voir le chevauchement de ces côtes ici, et l'importance du volet thoracique. Dès ce moment-là, la cage thoracique ne va plus du tout fonctionner normalement, elle ne va plus servir à inspirer, mais elle va fonctionner de manière paradoxale. Et si on cherche encore à aller plus loin, et ça c'est plus des images d'enseignement que des images vraiment de diagnostic clinique, parce que les gens entraînés avec ce type d'image-là comprennent parfaitement une lésion et peuvent en tirer des conclusions et des propositions thérapeutiques, mais les outils dont on dispose actuellement nous permettent de faire ce genre d'image. Ça, c'est reconstruit à partir, chez un accidenté, à partir d'une acquisition CT, telle que je vous l'ai présentée. Vous voyez de face toujours, là c'est les os du sternum, les côtes, le cœur, l'aorte sont cachés là derrière, et puis, si on les regarde, on peut les regarder comme ça, et faire le tour, et observer ces lésions comme un objet tridimensionnel. On se rend compte qu'un drain thoracique a été mis entre-temps ici, et puis vous voyez de manière parfaitement nette la série de fractures de côte ici, ou bien les claquements de l'omoplate. C'est certainement quelqu'un qui a reçu un choc violent sur le thorax avec une colonne qui est indemne. Il existe maintenant énormément de moyens de retravailler les images CT et d'aller beaucoup plus loin, entre autres de faire des acquisitions qui sont
plus pointues dans la technique d'acquisition. En particulier, les développements récents se sont concentrés sur le cœur. Actuellement, pour voir le cœur, il y a les ultrasons, et puis il y a les examens angiographiques où on met des cathéters dans les artères coronaires pour voir leur état. Tout le monde cherche à développer des moyens beaucoup plus, entre guillemets, doux pour le patient. Pas besoin des angiographies. Et c'est un des défis des rayons X actuellement, d'arriver à faire des images à partir des images de scanner, où là, vous vous rendez compte qu'il y a une définition qui est finalement bien meilleure du cœur. La valve mitrale que je vous ai présentée toujours comme floue sur les images précédentes, là, elle vous apparaît avec ces feuillets qui sont parfaitement visibles, qui sont immobilisés. Puis à partir de ces images-là, eh bien, il est possible de faire des reconstructions et des analyses anatomiques. Certainement qu'ici, on a coloré les choses pour qu'elles soient plaisantes, pour être présentées en public, mais c'est la base d'une analyse où cette fois, on n'a plus du tout besoin de piquer les artères des patients pour y arriver. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter sur l'usage qu'on fait des rayons X. Je réponds très volontiers à toutes les questions. Merci beaucoup pour cette belle